vous demanderai quelle est la proposition parmi les 30 que vous retenez comme la plus pertinente et que vous auriez envie d'intégrer à votre programme, que vous avez déjà intégré à votre programme. Et enfin, une question de la salle vous sera posée. Voilà, c'est à vous. Très bien, écoutez, merci. Déjà, merci pour votre invitation à venir présenter le programme numérique de Valérie Pécresse. C'est vrai que c'est un sujet, voilà, les enjeux numériques, c'est un sujet qui est important pour Valérie Pécresse parce que, je vais avoir l'occasion d'y revenir, c'est vrai que à la fois l'Île-de-France est un territoire, un terreau économique où les entreprises numériques sont nombreuses, et puis souvent on dit que l'Île-de-France est une petite France où on a à la fois de l'habitat très dense et puis des zones rurales, des quartiers, enfin on dirait plus les quartiers de la ville, mais enfin des zones, voilà, avec beaucoup de grands ensembles qui ont été construits, et donc on a un peu toutes les grandes problématiques qu'on peut avoir à une échelle nationale et qui ont permis de tester et de se confronter à certaines difficultés qui nous ont montré à la fois tout ce que pouvait être le potentiel numérique et aussi l'engagement que devait être celui du pouvoir public pour donner une égalité d'accès à tous ces territoires si différents. Alors, je dirais l'axe principal de Valérie Pécresse en matière de numérique, c'est de réaffirmer la notion de souveraineté numérique. Alors, je sais que vous avez aussi réaffirmé cette notion de souveraineté, il faut la définir parce qu'elle est diverse, mais c'est vrai qu'on a pu avoir le sentiment que le numérique ou les entreprises du numérique, c'était une sous-thématique des problématiques économiques. Et voilà, on est sur, il y a l'artisanat, il y a le petit commerce, il y a le secteur numérique. Le micro est assez bon. Oui, Je le laisse. Voilà. Et c'est autre chose. et effectivement, on l'a vu pendant la crise Covid, à quel point, d'un point de vue sanitaire ou dans l'éducation nationale, les enjeux du numérique se sont révélés comme étant peut-être pas à la hauteur. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, toutes les menaces qui peuvent exister sur les câbles, sur les satellites, les menaces de cyberattaques sur nos entreprises. On voit bien qu'on a un enjeu qui est quasiment régalien et que se mettre totalement en dépendance sur les enjeux du numérique, c'est un risque de perte de souveraineté pour les nations. Et c'est pour ça que vraiment la vision qu'on défend, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté économique et ni militaire sans souveraineté numérique. Alors, c'est pour ça qu'on a dit qu'on commencerait le quinquennat par une loi souveraineté et responsabilité numérique. On a travaillé dans le cadre de la campagne avec bien évidemment des acteurs de la société civile parce qu'on se veut connecter au retour que vous avez fait et on a rencontré d'ailleurs un certain nombre des membres de votre fédération dans le cadre de ces échanges. Et être souverain, c'est disposer d'infrastructures autonomes. Et la première mesure qu'on met dans cette loi souveraineté et responsabilité numérique, c'est un cloud souverain qui serait 100% français. Alors l'idée n'est pas de dire que pour tout le cloud, on se priverait des acteurs américains, mais l'échec du Health Data Hub a quand même montré que là où on a des acteurs français qui savent faire du cloud, pourquoi on a été confié sans appel d'offres à un acteur américain des données aussi sensibles avec derrière un échec puisque les acteurs qui devaient donner leurs données n'ont pas été en confiance pour le faire. Et donc l'idée de ce cloud souverain, c'est de se dire que de la même manière que les grandes puissances étrangères utilisent la commande publique ou la précommande pour favoriser et créer des champions nationaux, eh bien on utilise ces outils pour se brique par brique avancer vers un cloud souverain qui nous permette de protéger les données sensibles ou stratégiques pour les citoyens français et pour la nation française. Ça peut être en matière de santé, ça peut être en matière nucléaire, ça peut être en matière de sécurité. Et donc, voilà, le cloud de confiance a été une étape, mais on a cette première ambition sur le cloud. Ensuite, on a la logique qui est d'utiliser toujours la commande publique pour renforcer notre filière française et européenne du logiciel, avec l'idée de fixer un quota de 50% d'achats français et européens pour les commandes publiques à horizon 2027, avec une montée progressive, mais là encore, toujours de développer
la filière française et d'utiliser aussi cette commande publique pour, par exemple, soutenir la filière française de mémoire à très haute performance en précommandant un nouveau supercalculateur, en investissant dans nos réseaux télécoms 5G, IoT, les nouvelles technologies spatiales, et vraiment d'avoir cette volonté d'utiliser, voilà, d'un État stratège qui utilise son rôle de ne pas, voilà, les acteurs économiques nous disent toujours on préfère des commandes que des subventions, et donc d'utiliser, comme nous on a pu le faire d'ailleurs au niveau de la région Île-de-France, quand on a, à chaque fois qu'on a mené des projets numériques, on a d'abord été chercher des acteurs français ou européens pour donner à nos entreprises des armes égales, et on a aussi prévu de rajouter 1 milliard sur la recherche, notamment pour faire des laboratoires communs recherche-industrie, et donc, voilà, vraiment favoriser ce volet de création de champions nationaux avec cet objectif de souveraineté qui est de maîtriser et de valoriser nos données en créant dans cette loi qu'on a prévue une obligation de détention des données stratégiques des citoyens français par ce cloud souverain. Être souverain, c'est aussi protéger nos innovations, et ça veut dire aussi que Valérie Pécresse a eu l'occasion de le répéter à plusieurs fois, créer un haut conseil de la souveraineté numérique qui a un mois pour s'opposer pour des raisons stratégiques au rachat de nos startups par les big tech, pour que quand on a soutenu et protégé des innovations françaises, on puisse les conserver et qu'elles ne soient pas forcément tout de suite réintégrées dans des grands acteurs, voilà, rachetés par des grands acteurs internationaux. Et puis le dernier point de cette souveraineté, c'est bien évidemment la question de notre sécurité numérique. Il y a quelques semaines, on a inauguré le campus cyber, pour lequel la région Île-de-France s'était fortement mobilisée et l'avait cofinancé. Et donc Valérie Pécresse propose de créer un parquet national cyber qui permette de simplifier le dépôt de plainte, de former massivement à ces métiers. Et puis la question, je dirais, de la sécurité numérique, vous avez raison de le dire, elle touche aussi la question de la résilience des infrastructures et donc ce volet sécurité. Et il va sans dire que la prochaine crise que nous aurons à gérer sera probablement liée à une crise climatique ou à une crise cyber, qui sont les grandes menaces qui arrivent devant nous et qui seront sûrement amenées à toucher un territoire dans sa globalité plutôt qu'un établissement comme on l'a encore en tête. Et donc l'idée c'est d'anticiper le rôle de l'État, son rôle d'État stratège, c'est aussi d'anticiper les nouvelles menaces qui pèsent sur nous maintenant que nous sommes, voilà, la numérisation d'une grande partie de nos activités, ça veut dire aussi être exposé à de nouveaux risques qu'il faut savoir anticiper et puis prévoir le financement, la formation, la montée en compétences, et c'est aussi un enjeu de souveraineté comme vous l'avez souligné. Le deuxième volet, c'est de dire qu'on n'atteint pas cette souveraineté numérique sans compétences, et que, bien évidemment, tous les acteurs économiques qu'on a rencontrés dans la réflexion menée sur ce projet présidentiel, je dirais le principal et un des principaux freins qui nous ont monté pour eux, c'est le manque de talent, ce sont les embauches. Et donc, je sais que vous avez fait vous-même, voilà, ça a été un de vos gros enjeux de ces dernières années, la formation, la montée en compétences. Et donc, nous fixons l'objectif de former 1 million de professionnels du numérique d'ici 2030, parce que ça correspond plus ou moins voilà, ce sont les besoins qui ont été estimés par les professionnels. Et l'idée, c'est de changer de méthode et d'aller beaucoup plus tôt vers la sensibilisation à ces métiers. Finalement, on s'est un peu satisfait de se dire, bon, on va laisser une ancienne star du web créer sa propre école, comme si ça pouvait répondre à un changement tellement majeur de modèle économique. Et par ailleurs, on n'a pas fait rentrer dans l'éducation l'idée de toute la diversité qu'il y avait dans les métiers du numérique. Et souvent, on parle de la difficulté à féminiser ces métiers.
Mais quand vous êtes au lycée, souvent les jeunes filles se disent bon bah voilà, c'est les écoles d'ingénieurs informaticiens où il y a que des garçons, ça va pas être pour moi. Et donc l'idée c'est vraiment de faire intégrer les compétences numériques beaucoup plus tôt à l'école, bien évidemment en continuant les apprentissages sur la sensibilisation au code par exemple dès la 6e, mais en allant bien au-delà et avec un test du potentiel numérique en seconde, mais qui finalement montre que les compétences numériques, ce que peuvent être les aptitudes, vous savez, comme quand on fait des tests d'orientation professionnelle, on va chercher chez vous des compétences qui peuvent vous amener vers ces métiers, plus que l'appétence, comme on peut avoir parfois dans l'imaginaire, à être enfermé dans un ordinateur toute la journée, parce que finalement, aujourd'hui, les métiers du numérique se sont énormément diversifiés, et donc ça fait appel à des compétences extrêmement diverses, et donc l'idée de ce test, c'est de montrer en seconde, c'est de montrer aux lycéens qu'ils ont en eux des compétences qu'ils n'avaient peut-être pas décelées, et notamment des publics qui ne seraient pas allés vers ces métiers, et leur faire découvrir toute cette palette de métiers, et ensuite pour les réorienter. Et puis derrière, il y a un énorme effort à faire, d'ouverture, de création, d'accompagnement de formation initiale, mais aussi de formation, de développement de la formation continue, d'utilisation beaucoup plus importante du CPF, de mobilisation avec Pôle emploi sur la reconversion des chômeurs, des choses qui ont pu être amorcées, mais vu l'ampleur des besoins qui doivent être, là c'est le rôle de l'État vraiment en termes de planification, d'accompagner cette transformation du monde économique, et bien évidemment cet effort là, on est tiré de l'expérience qu'on a pu vivre à la région, puisque la région a une compétence importante en termes de formation, et donc eh bien, à la fois utiliser ce revenu jeune activité comme on l'a fait en Ile-de-France pour orienter les jeunes vers les métiers qui recrutent, aussi donner un rôle beaucoup plus important aux régions pour créer des formations opérationnelles, et vraiment s'appuyer sur les territoires pour répondre à ces besoins et diversifier les profils, et puis finalement orienter toutes les personnes qui sont en difficulté d'emploi ou qui ont une volonté d'ascension sociale, parce que c'est au cœur de notre famille politique de dire qu'on peut réussir par le mérite, et vers ce type de métier. Et puis on a mis un volet aussi sur la formation des cadres d'État, parce qu'aujourd'hui, on remarque que l'administration, elle a du mal à mener ces grands projets de transformation, parce qu'il n'y a pas... souvent, elles font appel à des acteurs privés, mais on a aussi besoin d'avoir des hauts fonctionnaires qui comprennent ces enjeux, qui pilotent ces projets. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée d'une école nationale du numérique qui crée un peu des hauts fonctionnaires du secteur, mais dans tous les domaines, parce qu'on a besoin d'avoir des experts cyber au plus haut niveau de l'État, parce qu'on a besoin d'avoir ces compétences qui infusent dans tous les domaines de l'État, et puis un accélérateur de compétences numériques pour reconvertir 50 000 fonctionnaires vers ces compétences. Et on y reviendra plus tard, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu de régulation, très diverses, parce que depuis les réseaux jusqu'aux crypto-monnaies, on est sur un monde où il y a des besoins de régulation très divers, et en même temps sur des modèles économiques qui évoluent en permanence. Et je sais que vous avez aussi la préoccupation de l'IFER. On a aussi la question de la répartition de valeur sur le modèle, sur qui finalement contribue le plus à l'impôt. Et donc ça demande d'avoir aujourd'hui des régulateurs et des législateurs. On a un vrai problème aussi du côté du Parlement où ces compétences sont peu maîtrisées, d'avoir des législateurs et des régulateurs qui comprennent bien toutes les problématiques de la chaîne pour créer un modèle le plus juste possible, où la contribution à l'impôt elle est équilibrée, où les normes ne viennent pas... c'est vrai que nous on a vu beaucoup d'acteurs, moi j'ai vu beaucoup d'acteurs de la société civile qui m'ont dit bon, le RGPD on l'a fait pour que ça contraigne les gros, et puis finalement c'est nous les petits ou les moyens qui n'avons pas les moyens de mettre autant d'argent dans les juristes ou les directions juridiques qui nous trouvons défavorisés. Et donc on a vraiment besoin d'avoir aussi cette montée en compétences chez le régulateur pour ne pas créer des nouvelles normes qui soient au détriment ou qui n'aient pas l'effet qu'on voulait escompter. Et par ailleurs, il y a un grand sentiment chez la population de quelque chose qui les dépasse, de superpuissance GAFAM
qui viennent remettre en cause le pouvoir public, et donc il y a une grosse demande de régulation. Et souvent, quand on a l'impression qu'on veut redonner le sentiment aux citoyens qu'on reprend la main, voilà, on refait de la régulation qui peut être un frein pour les acteurs économiques. Et donc, nous, on a cet axe fort de la candidate qui est de mettre le numérique au service de la simplification. Et c'est vrai que c'est un axe important, c'est-à-dire qu'on doit libérer les énergies, et donc on ne doit pas faire une régulation qui soit anti-innovation ou qui soit un frein au développement justement de ces champions français qu'on veut créer. Puis le dernier point juste que je mettrais, c'est effectivement le numérique responsable au service de tous les Français, avec bien évidemment cette opportunité du numérique qui ne doit pas être un facteur d'exclusion. Et on le sait, vous avez vous-même cette exigence vis-à-vis de tous les territoires, et nous-mêmes on l'a, parce que principalement, vous savez qu'on est une famille politique qui est aujourd'hui, dont la force, ce sont les élus locaux. Donc on a cette problématique de faire que le numérique ne soit pas vécu comme une inégalité. C'est pour ça qu'on a cet objectif de renforcer la couverture très haut débit et le réseau mobile. Et donc les mesures qu'on a mis dans le programme et que vous avez sûrement dû voir, c'est d'accélérer le déploiement THD fixe et mobile en instaurant un bonus financier pour les collectivités qui achèveront le déploiement, et on se donne un objectif avant fin 2024, d'aller plus vite que ce qui est prévu, d'accélérer les investissements d'infrastructures téléphoniques 4G pour ne plus avoir de zones blanches dans les territoires, et puis de créer des facteurs de numérique, de créer des relais pour faire en sorte que il y ait une acculturation, qu'on mobilise les gens qui peuvent être dans l'électronisme ou les personnes âgées, pour que vraiment le numérique ne soit pas vu comme l'apanage de métropole de la Startup Nation, mais que tous les Français comprennent que c'est quelque chose qui est au service d'une vie qui est centrée sur leurs besoins et leurs usages. Et d'ailleurs, juste pour dire ce qu'est la Smart Région, nous, le travail qu'on a fait au niveau de la région Île-de-France, c'est justement de toujours repenser le service avec le citoyen au centre, parce que derrière l'idée du numérique, c'est ça qu'on apporte, c'est avant tout les usages que ça va permettre pour le citoyen. Voilà à peu près rapidement les grands points du programme de Valérie Pécresse. Merci Nelly Garnier. Une question de Pierre-Michel Attali, vice-président également d'Infranum. Oui, bonjour Nelly Garnier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Infranum, et aussi d'avoir présenté bien sûr les axes du programme de Valérie Pécresse en matière d'infrastructure numérique. Moi je voudrais revenir sur un thème qui finalement est assez peu évoqué au niveau de la campagne présidentielle, et on peut le comprendre aussi parce qu'il y a d'autres sujets évidemment, c'est la transition environnementale. Alors je sais que de par notamment vos fonctions à la région en tant que délégué spécial de la Smart Région, et vous en avez un peu parlé également, vous êtes complètement sensibilisé sur l'impact, le levier que peut avoir le numérique en matière de transition environnementale de par sa présence finalement dans tous les secteurs de l'économie et de la société. Mais en même temps, le numérique lui-même a aussi un impact sur l'environnement. Donc il y a eu des rapports que vous connaissez, notamment de l'ADEME et de l'ARCEP fin 2021, qui montrent qu'aujourd'hui le numérique pèse pour environ 2,5% en matière d'empreinte carbone sur le pays, avec donc une croissance prévisible si on ne fait rien à l'horizon de quelques années. Et je voulais savoir si les contraintes écologiques de votre point de vue et du point de vue de Valérie Pécresse nécessite une révision de nos stratégies industrielles, bien sûr notamment dans le domaine du numérique. Et dans cette perspective, quel peut être le rôle des pouvoirs publics, ou peut-être faut-il laisser les acteurs privés et le marché se saisir de ces questions. Voilà, je vous remercie. En 5 minutes. Ouais. Merci. Alors déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment un sujet sur lequel il y a des vraies divergences, pour le coup, entre les programmes, parce que aujourd'hui, dans les grandes fractures idéologiques qui traversent le pays, il y a celle de la croissance. Est-ce qu'on croit encore on croit encore à la croissance? Est-ce qu'on croit encore à une industrie qui puisse être conciliable avec nos objectifs et aux attentes des Français en termes
de préservation de l'environnement et puis d'objectifs zéro carbone. Et donc, voilà, on croit que l'industrie, on croit que le numérique peuvent être un accélérateur de la transition écologique, et donc on n'est pas, au contraire, toutes ces innovations qu'on crée sont la solution et pas le problème. Mais ça veut dire savoir l'utiliser. Et la première mesure que je dirais, moi je suis allée vers le numérique, c'était pas mon secteur de prédilection à l'origine, mais quand j'ai travaillé je suis élue parisienne, quand on a travaillé sur le programme qu'on voulait porter sur Paris, moi j'ai été fascinée en termes de mobilité, en termes de nouveaux usages, de nouvelle organisation du travail, de voir qu'il y avait un peu des écologistes qui fonctionnaient à l'aveugle en disant on va en fait on ferme les routes, on complique la vie des gens et comme ça ils vont rester chez eux, arrêter finalement de produire du gaz à effet de serre, quoi. On contraint la vie en se disant que ça sera la solution, et on voyait beaucoup d'acteurs, on voyait des chercheurs, on voyait des industriels qui disaient mais vous savez, on a les données, on a des outils pour faire plus intelligent, plus efficacement, créer des nouvelles objectifs de sobriété et de l'écologie intelligente. Et donc c'est pour ça que il faut quand même, il y a un travail vis-à-vis des citoyens de dire nous on croit que l'urgence climatique, on peut y répondre aussi par le numérique. Et donc, on a dans ces mesures l'idée de créer un cockpit de la donnée environnementale, qui soit une sorte de PC sécurité environnementale en temps réel, qui finalement intègre toutes les données des services, agences, territoires, citoyens, pour aller suivre en temps réel ces données et avancer vers la transition énergétique. On a aussi l'idée de finalement intégrer le volet numérique dans la RSE, de faire une RSEN pour vraiment aller inciter, on a ce volet, de faire quelque chose, de croire au fait qu'on va tous être acteurs de cette transition écologique en la mesurant, en se donnant des indicateurs, en avançant ensemble. En tout cas, on pense que c'est une partie de la solution. Et puis, il faut aussi, je le dis quand même, une des solutions, c'est aussi l'industrie nucléaire. Et donc c'est pour ça que quand vous voulez aller vers l'objectif zéro carbone, il faut quand même avoir une électricité décarbonée. Et donc c'est aussi un point fort de notre solution. Et puis, comme vous l'avez dit, un des gros impacts écologique, de l'empreinte environnementale, ce sont les terminaux. Et nous, on le voit dans les territoires, il y a une grosse attente aussi sur le marché, le reconditionnement, c'est-à-dire, oui, on est pour la croissance, mais non, on n'est pas pour, je dirais, une course effrénée à changer d'appareil, aller dans une sorte de course à acheter toujours plus. Et c'est pour ça on s'est mis cet objectif de développer une vraie filière du reconditionnement et de la réparation des équipements informatiques, qui ne soit pas que, je dirais, de l'économie sociale et solidaire, parce que souvent on a encore l'impression que c'est que Emmaüs, c'est de la réparation en recyclerie de quartier, mais c'est vraiment de dire on a un potentiel industriel aussi sur le réusage, le reconditionnement. Et donc c'est pour ça qu'on a cette mesure d'un chèque récupération de 10 €, parce qu'il y a 110 millions à peu près de téléphones portables dans les tiroirs, qui est un peu symbolique, qui est pour dire aux Français, regardez, on vous invite à faire sortir vos téléphones des tiroirs pour aussi donner un coup de boost à cette filière, et ensuite réengager, dire la croissance on y croit, mais c'est pas une croissance pour qu'il y ait une course à l'achat inutile. Voilà pour cette réponse. Merci beaucoup Nelly Garnier, on vous applaudit à nouveau.